Bonjour chers étudiants, nous allons traiter dans ce cours les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire les vices qui peuvent entacher la légalité d'un acte administratif. Alors, les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir se définissent comme les moyens que l'on peut faire valoir auprès du juge administratif à l'appui de ce recours. Ce sont les griefs que le requérant va invoquer pour démontrer l'illégalité de la décision. Un auteur français qui s'appelle Lafarrière avait tenté de systématiser dès 1887 les différents cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Une distinction bipartite opposant la légalité externe et la légalité interne de l'acte a été cependant consacrée par la jurisprudence du Conseil d'État depuis longtemps. Il existe des irrégularités de l'acte qui peuvent être détectées extérieurement, indépendamment de son contenu. Ce sont les moyens de l'égalité externe. Il existe des illégalités de l'acte propres à son contenu. Ce sont les moyens de l'égalité interne. L'article 20 de la loi 41/90 instituant les tribunaux administratifs a déterminé les différents vices qui peuvent entacher la légalité de l'acte administratif. Alors, on va parler dans un premier temps de l'illégalité interne pour enchaîner avec, dans un deuxième temps, avec l'illégalité interne. Alors, l'illégalité externe. Quand on conteste la légalité externe d'une décision, par exemple, la contestation porte non sur ce qui a été décidé, mais sur la façon dont on a décidé. Trois moyens les plus anciennement consacrés du reste, l'incompétence, le vice de procédure et le vice de forme concrétisent les modalités de l'illégalité externe. Il est particulièrement important d'être attentif à ne pas commettre une telle illégalité, car les actes qui en seraient entachés ne seraient pas régularisables par la ratification de l'acte par l'autorité compétente ou par l'accomplissement a posteriori des procédures aux formes omises. Il n'y a de possible que l'édiction d'une décision nouvelle. D'où l'importance donc de ces règles. Alors, l'illégalité externe se subdivise en trois parties. Nous avons l'incompétence, donc on va traiter la question de l'auteur de l'acte, et il y a incompétence quand une autorité administrative prend une décision ou bien signe un contrat sans avoir qualité pour le faire. C'est-à-dire alors qu'il n'est pas juridiquement habilité à se comporter comme il le fait. L'incompétence est un moyen d'ordre public susceptible d'être invoqué par les parties à tout moment de la procédure, voire d'office par le juge. De même, le juge attache un caractère d'ordre public à ces règles. L'incompétence de l'auteur de l'acte est l'un des vices les plus graves qui puissent entacher l'acte administratif. Le juge, lorsqu'il y est confronté, ne se posera même pas la question de savoir si l'acte est entaché d'illégalité au fond. Il annulera l'acte sur ce moyen d'annulation. Les variétés de ce moyen sont au nombre de trois. On a l'incompétence matérielle, ou en raison de la matière, ou l'incompétence rationnelle matérielle. Alors, l'incompétence matérielle est réalisée quand une autorité administrative intervient dans une matière étrangère à ses attributions. À titre d'exemple, une autorité administrative décide dans une matière relevant de la compétence du législateur ou du juge. Dans ce cas-là, on parle d'usurpation de pouvoir. Deuxième exemple, une autorité administrative empiète sur les attributions différentes des siennes d'une autre autorité administrative. Par exemple, réglementation ministérielle dans une matière relevant des attributions d'un autre ministre ou de celle du chef de gouvernement. Alors, un autre exemple, une décision du ministre du Travail réglant un conflit social alors que cela relevait de la compétence d'une commission de conciliation. Un dernier exemple est donné par l'acte émanant du secrétaire général de province qui prononce une sanction à la place du gouverneur. D'une manière générale, l'incompétence considérée peut résulter de l'empiétement d'une autorité sur les attributions d'une autorité de rang égal ou équivalent, comme de l'empiétement d'une autorité subordonnée sur les attributions de l'autorité supérieure ou de l'empiétement inverse.
Alors, deuxième composante de l'incompétence, c'est l'incompétence territoriale, ou en raison du lieu, ou ce qu'on appelle l'incompétence ration loci. Cette incompétence territoriale est définie, il définit le champ géographique des pouvoirs de telle ou telle autorité et se réalise selon deux modalités bien distinctes. Le fait pour une autorité administrative d'exercer ses fonctions en se trouvant sur un lieu autre que celui où il devait siéger, elle est très rarement réalisée. Le fait pour une autorité administrative de décider relativement à des affaires étrangères à sa circonscription. Par exemple, actes émanant du président d'une commune. Troisième variante, c'est l'incompétence temporelle, ou en raison du moment. C'est l'incompétence ration temporis. C'est-à-dire en raison de la date à laquelle l'autorité administrative a pris la décision ou signé le contrat. Cela signifie que l'acte est illégal lorsqu'il est pris prématurément par une autorité qui n'a pas encore été investie de ses nouvelles fonctions ou s'il a été pris tardivement par une autorité qui ne l'est plus. La nécessité d'assurer une certaine continuité de l'action administrative peut cependant conduire l'autorité désinvestie à prendre certaines décisions pour ce qu'on appelle l'expédition des affaires courantes. Quelques illustrations de l'incompétence temporelle. Elle peut tenir au fait que cette autorité n'était pas encore compétente, c'est-à-dire nommée mais pas encore installée dans ses fonctions, ou bien au fait qu'elle n'est plus compétente. Par exemple, le cas d'un mandat électif qui est venu à expiration. Elle a été atteinte, un fonctionnaire par exemple, qui est atteint de la limite d'âge. L'incompétence peut au contraire se trouver ouverte en raison de l'urgence. Ça, c'est l'exception, la dérogation. Donc, l'incompétence peut au contraire se trouver ouverte en raison de l'urgence, comme les circonstances exceptionnelles. La théorie du fonctionnaire de fait vise en pratique essentiellement l'hypothèse dans laquelle, du fait de la carence ou de la disparition des autorités administratives régulièrement désignées, comme par exemple en temps de guerre, certains citoyens ont été obligés de prendre des décisions d'urgence dans l'intérêt collectif. Quoique prises par des autorités incompétentes, leurs décisions pourront cependant être considérées comme légales du fait des circonstances. Alors, le deuxième vice qui peut entacher la légalité d'un acte administratif, c'est le vice de procédure. Alors, il est constitué par la méconnaissance d'une des règles organisant la procédure d'élaboration des décisions ou celle de la conclusion des contrats, et qui sont destinées à éclairer l'autorité compétente, ainsi que, dans certains cas, à garantir de plus le respect des droits et intérêts des administrés. Elles peuvent imposer l'obligation de prendre un ou plusieurs avis, de ne décider que sur le vu de proposition ou après examen particulier des circonstances de chaque affaire. Lorsque de telles règles de procédure ne sont pas respectées, le principe est que les décisions sont illégales, en raison du vice de procédure qui les entache et qui n'est pas régularisable puisque l'accomplissement a posteriori des procédures prescrites n'aurait pas de sens. Parmi les exemples, on peut citer la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique exige une enquête publique avant d'aboutir à la déclaration d'utilité publique. Le prononcé de sanctions disciplinaires les plus graves doivent être procédées de la saisine de la commission administrative paritaire, la mise en demeure prévue en cas d'abandon de poste, les droits de la défense, le principe de parallélisme des formes et des compétences. Le droit administratif est également peu procédurier, mais dans certaines hypothèses, la loi, les règlements ou la jurisprudence imposent le respect de certaines règles processuelles. Par exemple, procédure de consultation. Consultation d'un organisme ou d'une autorité extérieure à celle qui prend la décision. Elle est destinée à améliorer les garanties de sérieux et d'impartialité de la décision. La procédure contradictoire, ce qui relève des droits de la défense. Le droit d'avoir communication des griefs reprochés. Le droit d'être entendu, ainsi que le droit de se faire assister d'un conseil pour sa défense.
Tout manquement aux règles de procédure n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'acte. Il convient de distinguer entre les formalités substantielles, dont la violation entraîne la nullité de l'acte, et les autres formalités qui ne peuvent avoir d'influence sur le sens de la décision ou qui ne constituent pas une garantie pour les personnes intéressées. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce deuxième vice qui affecte l'acte administratif, qui est le vice de procédure. Alors, dernier cas d'ouverture de recours pour excès de pouvoir, c'est le vice de forme. Alors, il est peu fréquent et ces règles sont peu nombreuses. Vice de forme et vice de procédure ont été à l'origine confondus, notamment par l'affaire hier. Ils se distinguent cependant très nettement. Contrairement au vice de procédure qui affecte le processus même de l'élaboration d'une norme, le vice de forme concerne la présentation extérieure de l'acte par lequel la norme est édictée, ce qu'on appelle le contenant, l'instrumentum et le contenu, le négocium. Exemple, la signature de l'acte par son auteur, la motivation de l'acte, dans certaines hypothèses. La motivation est l'expression écrite des motifs, c'est-à-dire des raisons de la décision. Le juge distingue les formalités substantielles et les formalités accessoires. La méconnaissance des premières peut avoir une incidence sur le contenu de la décision, comme par exemple le cas des avis, ce qui entraîne l'annulation de l'acte. En revanche, la méconnaissance des deuxièmes ne semble pas avoir eu de conséquences sur la décision. Il n'y a pas d'annulation. Exemple, une erreur matérielle sur la date d'une convocation, au demeurant rectifiée en temps utile par une lettre postérieure. Voilà donc, chers étudiants, ce qu'on peut dire de ces vices qui peuvent affecter l'acte administratif. Donc, on a traité dans une première partie l'illégalité externe. Donc, le cours suivant va porter sur l'illégalité interne. Donc, on arrive au terme de cette séance et bon courage et bon travail.